Donc bonjour, on est toujours avec l'examen de vibration du 27-12 de 2022 et on passe à l'exercice 2. Donc voilà, nous avons un système où on a un câble qui s'enroule sur la police sans glisser, c'est important de préciser, et il est inextensible. Ça veut dire quoi inextensible? Ça veut dire que si une extrémité se déplace d'une certaine distance, l'autre extrémité se déplace exactement de la même distance. Alors la masse M1 de masse 2M, celle-là, glisse sans frottement sur le sol, et la masse M2, la deuxième, se déplace verticalement. Les déplacements des masses sont mesurés par rapport à la position d'équilibre statique. Ça veut dire on accroche les masses, etc. On laisse le système se stabiliser. C'est à partir de cette position-là qu'on va mesurer de combien vont se déplacer les deux masses. Alors, dans ce cas, il est inutile de tenir compte du poids mg et de l'énergie potentielle due au poids. En fait, si on part de la position d'équilibre, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, il y a un exercice qui va suivre où on va démontrer ça. Première question. Bien que le système soit composé de trois masses, donc j'ai deux masses en translation et une masse en rotation, puisque j'indique ici le moment d'inertie, démontrer que le système a 2 degrés de liberté. Donc la masse 2m a un déplacement x, donc voilà un premier degré de liberté que nous avons trouvé. Donc pour trouver la position de la masse 2m, il faut mesurer le déplacement par rapport à la position comme nous l'avons précisé. Le volant d'inertie, le volant de moment d'inertie I, en fait, on va repérer la position en utilisant, par exemple, un angle θ. OK? Cependant, et là, on va dire que par rapport à la position d'équilibre, on va appeler le déplacement de la deuxième masse Y. Donc, en principe, j'ai 3 degrés de liberté. Il y a le X, il y a le θ et le Y. Mais, puisque le câble est inextensible, ça veut dire qu'il y a une relation entre le déplacement de la deuxième masse et la rotation de la poulie. Autre chose, le câble s'enroule sans glissement. Donc, il n'y a pas de glissement. Donc, tout déplacement ici va générer une rotation de la poulie et un déplacement de la deuxième masse. Donc, combien on a? Donc, on va garder par exemple comme degré de liberté X et Y. Donc, nous avons bien 2 degrés de liberté. Deuxième question, trouver les expressions des énergies cinétiques et potentielles. Alors, ici, nous avons 3 masses. Donc, il y a la première masse qui est en déplacement. Okay, il se déplace X à 2X et donc la vitesse va être X point. La deuxième aussi, il se déplace de Y et donc la vitesse de déplacement c'est Y. Et la poulie, il tourne de θ et donc la vitesse c'est θ point. Et donc il suffit de sommer les énergies cinétiques individuelles. Donc j'ai 1,5 fois la masse 2m fois la vitesse de déplacement plus 1,5 i, la vitesse de rotation, plus 1,5 fois la masse fois le déplacement de la deuxième au carré. Or, nous avons une relation entre le déplacement y et la rotation θ, y égale rθ. Je remplace ici et j'obtiens l'expression de l'énergie cinétique qui fait intervenir les deux coordonnées généralisées x, y. De même, j'ai 2 ressorts. J'ai un ressort dont une extrémité est fixe et l'autre elle est égale au premier paramètre que nous avons choisi, x, le déplacement x. Et un deuxième ressort, une extrémité se déplace de x et l'autre se déplace de y. Voilà. Alors, l'énergie potentielle, c'est la somme des énergies stockées dans les 2 ressorts. Le premier, il a comme énergie 1,5 fois kx carré. Et le deuxième, c'est 1,5 fois la différence des déplacements des extrémités au carré. Donc, je peux écrire 1,5 k fois x moins y au carré, ou bien 1,5 k y moins x au carré, ça change rien.
OK, donc nous avons trouvé les expressions des énergies, nous allons les appliquer, OK, en utilisant les équations de Lagrange. Justement, la troisième question, on nous demande d'utiliser les équations de Lagrange pour trouver les équations de mouvement vérifiées par le système. Donc, on donne les équations de Lagrange exprimées en fonction des coordonnées généralisées, donc un certain nombre de coordonnées généralisées QI. Donc, pour nous, par exemple, Q1 c'est X et Q2 c'est Y. Donc, ce terme-là n'existe pas puisque l'expression de l'énergie cinétique ne comporte ni X ni Y. Donc, les équations de Lagrange, dans notre cas, elle est simple, c'est la dérivée totale par rapport au temps de la dérivée partielle d'une énergie cinétique par rapport aux dérivées des coordonnées généralisées, plus la dérivée partielle de l'énergie potentielle par rapport aux mêmes coordonnées généralisées. Donc, on peut calculer l'expression donc de la dérivée partielle par rapport à x point, par rapport à y point, donc de l'énergie cinétique, puis les dérivées partielles par rapport à xy de l'énergie potentielle. Et donc, voilà ce que j'obtiens, kx plus k moins x. Et je groupe les termes en x et en y. Donc, j'ai la dérivée partielle par rapport à x de l'énergie potentielle, c'est 2k fois x moins k fois y. Et la dérivée par rapport à y, c'est moins kx moins y. Et donc, les équations du mouvement, donc il suffit de dériver ce terme-là par rapport au temps et ce terme-là par rapport au temps. Deuxième ne dépend pas du temps, I sur R carré plus M ne dépend pas du temps, donc on va obtenir les accélérations. Et donc, les deux équations du mouvement s'écrivent 2m x2 points plus la dérivée partielle de l'énergie potentielle par rapport à x qu'on a trouvé, 2kx moins ky égale 0, et de même pour la deuxième ligne. Et donc, je peux présenter l'équation de mouvement sous forme matricielle. Et là, je reconnais la matrice masse et là, la matrice K. Voilà. On nous demande de retrouver les mêmes équations de mouvement, pas en appliquant les équations de Lagrange qui se basent sur les expressions de l'énergie potentielle et cinétique, mais plutôt en appliquant le principe fondamental de la dynamique à notre système. Donc là, on ne va pas tenir compte de la présence de mg. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la masse m, il est soutenu, il est supporté par un câble, donc j'ai nécessairement ici une tension T2. Et là, c'est la même tension, mais dans l'autre sens, puisque le câble est inextensible, donc c'est la même force partout le long du câble. Puis, puisque ici je considère la masse, de l'autre côté, je vais avoir un certain T1, mais qui est différent de T2. Et la différence, ça va donner naissance à l'accélération angulaire de la poulie. Et de la même manière, je vais avoir la même force T1. Et donc, il suffit d'exprimer ou d'écrire le principe fondamental de la dynamique pour ce système-là, donc cette masse, et donc là, voir quelles sont les forces qui s'exercent sur cette masse, puis pour ce volant d'inertie et cette masse. C'est ce qu'on va faire. Justement, pour la première masse, j'ai sigma des forces égale à la masse fois l'accélération. La masse, c'est égal à 2m. L'accélération, c'est x2 points. Alors, d'un côté, j'ai moins kx, c'est une force de rappel. Si la masse se déplace de x vers la gauche, la force est dirigée vers la droite, et vice-versa. Plus la force qu'on a là, T1. Et en fait, la force T1 est algébrique. Dès qu'on le dessine il faut être dans un sens, il faut être cohérent. Mais là, je le dessine comme ça. Et si je le dessine de l'autre côté, il faut mettre moins T1, mais au niveau de la poulie, ça va être aussi dirigé dans l'autre sens, etc., etc. Donc, dessinons-le comme ça et on va voir.
Donc, le premier système, il a comme équation du mouvement 2m x de point égale moins kx plus t1. Le deuxième, donc sigma des moments par rapport à ce point-là, c'est égal à la somme des couples. Et donc, ici, on va avoir un couple positif comme ça, T2 fois le rayon. Et l'autre, il se pose, hein, il crée un couple dans le sens différent, d'où le signe moins. Et c'est toujours R fois T1. Le troisième système, donc j'ai sigma des forces égale m gamma. Il n'y a pas de, on ne tient pas compte de la présence de mg, comme nous l'avons vu. Et donc j'ai my de point égale à moins T2. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, la force qui traverse ce ressort-là, c'est égal à T1 et par conséquent, je peux écrire T1 égale K fois Y moins X. Pourquoi c'est pas K fois X moins Y? Parce que je vois que si en fait le déplacement du Y est supérieur à X, hein, ça veut dire qu'on est en train de se déplacer dans ce sens-là, ok? Ça veut dire que la force du ressort, en fait, il va être positif, il va être vers la droite. Et si Y est plus faible que X, en fait, le ressort est en train de pousser la masse 2m et donc il est dirigé vers la gauche. Donc, cette deuxième équation, 2, ça nous donne T2 en fonction de θ et T1. Et puis, la troisième, j'injecte la valeur de T2 ici. Donc, ça, c'est la question 3. Donc, j'ai y de point égale à moins T2 qui est égal à moins I sur R, θ point plus T1. En plus, nous avons une relation entre Y et θ. Voilà. Donc, ce sont les équations qu'on a eues. T1, c'est cette force-là qui traverse le ressort, et donc c'est K fois Y moins X. Puis, la deuxième équation, ici, quand on a remplacé T2 par son expression, donc il suffit maintenant d'utiliser Y égale à Rθ, ou bien Y point égale Rθ point, et Y2 point égale Rθ 2 point. OK? Et donc, on arrive aux deux équations. Donc, la première, donc on a 2m x de point égale à moins kx plus t1 qui est égal à k fois y moins x directement. Donc ça, c'est la première équation. OK, celle-là. Et puis la deuxième, on va utiliser cette équation, my de point. Je fais passer le terme i sur r carré y de point et je mets en facteur y de point et j'obtiens cette deuxième équation. Et c'est exactement la même équation que nous avons obtenue en utilisant les équations de Lagrange. Cinquième question. Trouver la matrice de flexibilité en utilisant les coefficients d'influence et ne pas oublier de vérifier le résultat. Alors, nous avons déjà vu la matrice Rader, K égale à petit k, 2, moins 1, moins 1, 1. Alors, ce qu'on devrait trouver, c'est la matrice de flexibilité qui est l'inverse de la matrice K, c'est le 1 sur le déterminant qui est égal dans ce cas à K, donc 1 sur K, facteur de 1, 1, 1, 2. Et voyons voir si on va arriver à trouver ce résultat en utilisant la méthode des coefficients d'influence. Donc, ça consiste à quoi faire en fait cette méthode de coefficient d'influence? Nous allons appliquer une force unitaire à une masse et rien sur la deuxième. Donc, appliquons une masse unitaire à la première masse. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en fait? C'est que si j'applique une force, la masse M2 se déplace. Et là, en fait, si on le fait doucement, on voit bien que, donc si j'ai ici x1, on va obtenir exactement le même déplacement. Donc x2 égale à x1. Pourquoi? Parce que, en fait, la partie droite se déplace comme un corps rigide. Par contre, ce qu'on a côté gauche, nous avons la masse 2m
on applique une force unitaire, on est retenu par un ressort de raideur K, donc X1 c'est égal à la force divisée par la raideur, et donc c'est 1 sur K. Donc voilà, donc j'obtiens X1 égale 1 sur K, et puis on a vu que X2 va être égal à X1, d'où la première colonne de notre matrice de flexibilité, c'est 1 sur K, 1, 1. Et on a bien ça. On est sur le bon chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer une force unitaire à la deuxième masse et rien sur la première. Donc, si j'applique une force unitaire à la deuxième masse, alors qu'est-ce que j'ai en statique? Quand je dis en statique, donc si je fais les choses doucement, en fait, les masses ne vont pas générer de force d'inertie, donc c'est comme s'il n'existe pas. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai un premier ressort, un deuxième ressort en série, une poulie, et puis j'applique une force unitaire. Ok? Donc je peux calculer le déplacement, et donc avant de continuer, en fait, c'est équivalent à un ressort de raideur K sur 2, puisque les deux ressorts ils sont en série. Et par conséquent, le déplacement de la deuxième masse, il va être égal à 1 sur la raideur qui est K sur 2, et donc c'est 2 sur K. Ok? Alors, ce qu'il faut aussi remarquer que cette force unitaire, en fait, la force unitaire, elle est là, et donc il va arriver jusqu'à la première masse. Ok? Et par conséquent, je vais avoir le déplacement de la première masse tel que 1 égale K fois X1, ou bien X1 égale 1 sur K. Et par conséquent, j'obtiens la deuxième colonne de la matrice de flexibilité comme c'était prévu. Et bien sûr, il suffit de faire une petite vérification. Est-ce que la matrice raideur et la matrice de flexibilité, hein, si on multiplie deux, on obtient l'identité, et c'est le cas. Sixième question, trouver les deux pulsations propres du système dans le cas général, et puis parce que on va avoir des expressions compliquées, on va se simplifier la vie, on va prendre I égale 0, c'est-à-dire comme si la poulie n'avait pas d'inertie, mais bon, ça c'est un détail. L'essentiel, c'est d'arriver d'abord aux valeurs propres, ou bien aux pulsations propres. Les pulsations propres sont solutions de déterminant matrice raideur moins oméga carré, pulsation propre fois m égale 0. Et donc, j'obtiens ce système-là, et l'équation caractéristique, qui est un polynôme de degré 2 en oméga carré. Ok? Et donc, c'est simple à résoudre pour faire disparaître le K et le M en même temps. On va introduire une nouvelle variable oméga 0, un nouveau paramètre oméga 0 égale racine carrée de K sur M, qui a la dimension d'une pulsation. Et donc, on obtient une nouvelle équation caractéristique en oméga sur oméga 0. Et donc, on obtient deux solutions. Okay? Deux solutions qui existent. Hein, parce que ce terme-là, en fait, ce terme-là, il est plus grand que ce que nous avons à l'intérieur, et par conséquent, le moins, en fait, il va donner une valeur positive. Alors, cas particulier, I égale 0, c'est juste pour simplifier les calculs. Si on est capable de trouver le reste, c'est-à-dire les modes propres, etc., en gardant cette expression, I sur mr carré plus 2, c'est bon. C'est juste pour éviter les calculs longs. Donc, pour I égale 0, on obtient deux pulsations propres. La première, c'est oméga 0 racine carrée de 2 moins racine de 2 sur 2. Et la deuxième, oméga 0 racine carrée de 2 plus racine de 2 sur 2. Alors, on nous demande de trouver les modes propres. Toujours pour simplifier les calculs, je vais garder ces pulsations propres qui correspondent à I égale 0. Ce n'est pas grave. Mais sinon,
on peut le faire, sauf que ça va donner des calculs très très longs. Alors, donc, comment on trouve les modes propres? Donc, le vecteur propre xy est solution de l'équation k fois vecteur égale pulsation propre au carré fois la matrice M fois le même vecteur propre. Et donc, c'est très facile à faire comme calcul. On aboutit à cette équation-là, ok? Ou bien y égale racine carrée de 2 fois x. Le deuxième mode, il suffit de remplacer oméga i par oméga 2 et on obtient comme solution moins racine de 2x égale y. Donc, la matrice modale, si je choisis x égale à 1, donc ça donne pour le premier racine de 2, donc 1 racine de 2 comme vecteur propre, et pour le deuxième, c'est 1 moins racine de 2. On nous demande de vérifier le résultat en utilisant le quotient de Rayleigh. Donc, le quotient de Rayleigh, comme on le sait, c'est l'expression de l'énergie potentielle qui correspond à un mode divisé par l'énergie cinétique spécifique qui correspond au même mode. En d'autres termes, c'est le vecteur propre transposé fois la matrice K fois le même vecteur divisé par la même expression en changeant la matrice K par la matrice M. Et donc, pour le premier mode, alors, ce qu'il faut dire, c'est que si j'injecte un mode propre, il faut que le quotient de Rayleigh corresponde à la pulsation propre de ce mode au carré. Et donc, si je remplace le premier mode, si j'injecte le premier mode 1 racine de 2 dans le quotient de Rayleigh, je fais les calculs et qu'est-ce que je trouve? Oméga 1 au carré. La même chose pour le deuxième, j'obtiens oméga 2 au carré. Donc, l'équation de Rayleigh correspond bien aux pulsations propres au carré. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. On nous demande aussi de normaliser les modes propres par rapport à la masse. Alors, en fait, normaliser par rapport à la masse, l'objectif, c'est d'avoir le dénominateur du quotient de Rayleigh, qu'on reconnaît ici, qui est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le dénominateur du quotient de Rayleigh. Je trouve 4m. Et donc, le mode normalisé par rapport à la masse, c'est le mode que nous avons considéré 1 sur racine de 2 fois 1 sur ce que nous avons trouvé, racine carrée de ce que nous avons trouvé. Donc, racine carrée de 4m, c'est 2 racines de m. Et donc, 1 sur racine carrée de 4m, c'est égal à 1 sur 2 racines de m, ou bien... donc en fait, ici, c'est 1 sur 2 racines de m. Je fais la même chose pour le deuxième mode, et donc c'est 1 sur 2 racines de m. On obtient en fait le même dénominateur, et donc c'est 1 sur 2 racines de m, 1 moins racine de 2. Alors maintenant, si j'injecte ce vecteur-là dans cette expression-là, donc dans le quotient de Rayleigh, je vais avoir le dénominateur qui est égal à 1, et je n'ai pas besoin de faire la vérification. C'est sûr. 10e question. Utilisez la méthode de Dinkeley pour estimer la première pulsation propre et trouver l'erreur. Alors, que nous dit Dinkeley? Il nous dit que la première pulsation propre approchée vérifie cette équation-là. 1 sur la première pulsation approchée au carré, c'est égal à, si j'ai ici la matrice masse, et la matrice de flexibilité, donc je vais avoir M1 jusqu'à MNN, et là je vais avoir 1 jusqu'à ANN. En fait, 1 sur oméga 1 approché, avec la méthode de Dinkeley, c'est égal à la somme des MII fois AI, avec I égale à 1 jusqu'à N. Alors, pour nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la matrice qui s'écrit 2M00M, et la matrice de flexibilité, nous l'avons déjà calculée, c'était ok, donc c'était 1 sur K, 1, 1, 1, 2. Donc je vais avoir la pulsation propre approchée par la méthode de Dinkeley qui est égale à 1 sur
1 sur racine carrée de cette expression-là. Donc 1 sur racine carrée de 2m A11 plus m A22. Maintenant, on connaît A11 et A22. On trouve que c'est égal à 1 demi oméga 0. Et par conséquent, la pulsation propre que nous avons trouvée, la vraie, c'est oméga 0 racine carrée de 2 moins racine de 2 sur 2, qui est égal à 0,54 oméga 0. On n'est pas loin de ce que nous donne Dunkerley. Et l'erreur, en fait, c'est moins 7,6%. Alors, remarquez le signe moins. On a dit que la pulsation de Dunkerley est inférieure à la vraie valeur et inférieure à ce que donne Rayleigh. Ok, donc Rayleigh, il donne une valeur par excès, Dunkerley donne une valeur par défaut. Et on en arrive à la question bonus où on demande que si on mesure les déplacements par rapport à la position d'équilibre statique, comme nous l'avons supposé au départ, le poids peut être ignoré sans problème. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il faut d'abord trouver cette position par rapport aux longueurs initiales de nos ressorts en utilisant toujours les équations de Lagrange. Donc, je calcule comme je l'ai fait précédemment l'expression de l'énergie potentielle et et là je tiens compte de la présence de mg, donc la masse qui se déplace verticalement, il va avoir une énergie égale moins mgy. Alors pourquoi c'est moins mgy et non pas plus mgy? Parce que si y augmente, ça veut dire que la masse se déplace vers le bas, son énergie, en fait, il va chuter. La masse, il va avoir une énergie plus grande quand elle est dans une position haute, plutôt que quand elle est dans une position si on lui communique de l'énergie, il va s'élever, hein, et donc Y, il va diminuer. Et si on veut extraire de l'énergie, on laisse Y se déplacer vers le bas et on peut récupérer cette énergie, par exemple, sous forme de la rotation de la poulie, etc. Alors, donc, je vais utiliser les équations de Lagrange. OK? Ça me donne les équations de mouvement. Et puis, je peux raisonner en statique. Donc, ça, ce sont les équations, hein. Et là, je vois, d'ailleurs, que je peux obtenir en exprimant le principe fondamental de la dynamique, en appliquant le principe fondamental de la dynamique aux trois masses. Et je vais avoir exactement la même équation. Et donc là, le moins mg, ça va correspondre à l'effet de la pesanteur sur la deuxième masse. Alors, je peux raisonner en statique. Si je dis en statique, ça veut dire les masses n'ont aucun rôle, hein. Si je fais les choses très doucement, okay, donc il n'y aura pas de force d'inertie, et je peux trouver donc le vecteur déplacement par rapport aux longueurs initiales des ressorts, x, y, en résolvant cette équation. Donc j'ai k fois xy égale un système de force sur la première masse, j'ai rien, ok, mais sur la deuxième, on laisse agir le mg. Alors là, puisqu'il se déplace sans glissement, on va avoir 2mg qui est compensé par la réaction du sol et rien au niveau horizontal. Ok, c'est pour cela qu'on utilisait G0. Et donc, je trouve x et y qui sont en fait le déplacement statique. Donc, xs, c'est mg sur k et ys, c'est mg sur 2k. Donc, par rapport à la position, avant d'accrocher la masse m, en fait, on va avoir on va mettre nos repères. Dès qu'on va mettre mg, le système va se déplacer, il va arriver dans une position d'équilibre. Là, par rapport aux positions initiales,
on va avoir ces déplacements-là. Voilà, donc voilà la signification. Alors maintenant, je vais considérer, je vais mesurer mes déplacements par rapport à la longueur à vide plus le déplacement statique. Donc j'ai un ressort quelque part, il avait un certain L0, j'accroche la deuxième masse, sa longueur devient L0 plus XS, et puis lorsque je l'excite en dynamique, donc il va avoir une longueur L0 plus XS plus X. D'accord? Le X, il est mesuré par rapport à la somme de la longueur statique et la longueur initiale. Et donc, on va exprimer l'énergie potentielle lorsque j'excite le système et lorsque j'ai un déplacement X au niveau de la première masse et Y pour la deuxième. Donc, l'énergie potentielle pour le premier ressort, c'est 1,5 fois K fois la variation de la longueur du ressort. Donc, à la fin, j'ai X plus X, L0 plus XS plus X, moins la longueur initiale de mon ressort qui est L0. Donc, c'est l'énergie qu'a stocké ce ressort. Bien sûr, il faut élever au carré, il ne faut pas l'oublier. Le deuxième ressort, j'ai une extrémité qui a la même chose. Hein, et il y a une variation entre L0, c'est la valeur initiale, et la valeur finale, c'est X plus XS plus L0. De même, l'autre extrémité qu'on doit retrancher, c'est son déplacement. Il a varié de L'0. Hein. Le ressort, il peut être différent, même si la raideur, elle est la même. Je peux avoir une longueur différente, donc appelons-le L'0. Donc, le deuxième ressort, celui-là, il passe de L'0 à Y plus YS plus L'0. Et donc, il faut calculer la différence. Ok, donc, et il ne faut pas oublier, bien sûr, l'énergie potentielle due à la hauteur de la deuxième masse. Et donc, je vois que les longueurs initiales, ils vont disparaître. Et je vais avoir l'expression de l'énergie potentielle 1,5 K fois X plus X au carré plus 1,5 K fois X plus XS moins YS au carré moins MG. Et le XS, YS, c'est ce que j'ai trouvé sur la slide précédente. Et donc, il suffit de calculer la dérivée par rapport à X et Y de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique par rapport aux vitesses de déplacement. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, deux expressions et les équations de mouvement. OK? Alors, on va remplacer XS, YS par leur expression. Et donc, j'ai le cas qui se simplifie. OK? Et donc, qu'est-ce que j'ai? Le cas qui va disparaître. Et là, en fait, j'ai 2 fois mg moins 2 fois mg. Tout ça va disparaître. OK? La deuxième équation de la deuxième masse, là aussi, je vais remplacer XS par mg sur k et YS par 2 mg sur k. Là, ça donne mg sur k moins 2, ça fait moins. Et on a un signe moins, ça fait plus mg moins mg. Et donc, tout ça, ça va disparaître. Qu'est-ce qu'on trouve? Exactement la même équation que nous avons obtenue en supposant que le poids ne contribue pas. Donc, voilà, merci pour votre attention.